Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Merci d'être avec nous. Nous sommes le 20 avril 2018 ici à Atlantis le Centre avec les étudiantes en esthétique et coiffure du CFA de Saint-Arblain. Et elles sont impatientes. Elles sont impatientes. Moi, je vous ai qualifié à la répétition de groupe le plus dingue des trois. Je ne sais pas si... Mais dans notre bouche, à Randolph et moi, c'est plutôt une... C'est un compliment. Un compliment, ça c'est clair. Qui nous présente notre troisième invité ? Donc c'est moi, Stéphanie, bonjour. Bonjour. Bonjour Sylvie, donc vous êtes directrice régionale de l'entreprise Entreprendre pour apprendre. L'association. C'est une asso, oui, ouais, c'est ça. Pas une entreprise, excusez-moi. Correction, mais merci. Ça fonctionne pas. Dans le sens c'est presque une entreprise. Dans le sens universel du terme, une association professionnalisante est une entreprise. Ça sera un débat qu'on fera avec Boris Couillon tout à l'heure. Donc quand on s'est rencontrés, en fait, vous nous avez... Attendez. Sylvie Madec est notre invitée quand même. Merci. Mais voilà. Voilà, vous êtes tellement excellente que je me dis quelques petites mots de banane supplémentaires. Il y a pas de souci. Allez-y. Donc je reprends la parole après quelques... Donc quand on s'est rencontrés, vous nous avez vraiment fait un accueil très chaleureux, hein, donc merci à vous. Et puis vous nous avez proposé un café dès le début, sauf qu'on a été tellement pris par votre parcours, c'est vrai, que finalement le café on l'a pas vu. Je ne l'ai jamais servi. Exactement, il est venu qu'à la toute fin. Donc aujourd'hui je vous propose de faire les choses dans l'ordre et puis de démarrer avec ce café. Ah, excellent. Un petit El Gringo. Le café, Le clin d'œil. ce sera fait. Et C'est voilà. Et puis vous nous excuserez, on n'a pas prévu les coupes de champagne. bon. Ah oui, parce qu'il faut savoir, c'est que quand on boit, quand on nous invite à prendre un verre d'eau, c'est dans les flûtes à champagne. Ah bah je vais aller chez Entreprendre pour apprendre, c'est... Ah non, nous c'est la classe. On a su rester simple, mais dans l'élégance. Total. Beaucoup d'élégance. Entreprendre pour apprendre, c'est une association, Stéphanie. Oui, tout à fait. Donc Entreprendre pour apprendre, association qui aide vraiment des jeunes étudiants de 14 à 25 ans pour vraiment développer des compétences en créant leur mini-entreprise. Donc concrètement, si je suis moi un lycéen, un petit jeune, Vous avez trois lycéens quelques années. pour monter une mini-entreprise face à vous. On est en train de les perdre là. Et toi, le si jeune. je suis comme vous. Non. Et que je veux rentrer dans ce dispositif, comment je fais, comment ça se passe? Alors, si Vous avez 2 minutes. Si le jeune a connaissance du programme, parce qu'il faut avoir connaissance de l'existence de ce programme, il peut se mobiliser avec des camarades pour créer et proposer ce projet au sein de son établissement sur la base du volontariat, c'est-à-dire hors temps scolaire. Mais le plus courant, c'est quand même les enseignants qui viennent, qui nous cherchent sur Internet ou qui ont un bon bouche à oreille sur notre programme et qui proposent à une classe complète de participer à cette aventure de la mini-entreprise sur la durée d'une année scolaire. Et on va en parler à plusieurs reprises, Voilà. notamment bien sûr dans la discussion débat. Ça veut dire quoi expérimenter tout à l'heure? Vous êtes tout à fait. la structure idéale pour en parler tout à C'est l'heure. notre pilier ce soir. Exactement. Valentine. Alors oui, vous avez 21 ans et vous devenez prof de maths. Rodolphe, pour le single qui fait peur, Oui. je crois qu'on a une version un peu plus festive. Exactement autre chose. Alors, Ah oui, c'est vrai que ça sonne pareil. ce sont les mêmes notes, mais c'est pas la même... Ça met en joie les mathématiques. Hein. C'est vrai que ça connu. C'est bien ça C'est une sonne version un peu pareil. plus groovy des Dents de la Mer. si tu veux. Donc prof de maths. Donc oui. Est-ce qu'on peut dire que vous l'êtes devenu plus par hérédité que par conviction? Ah oui, alors donc par hérédité, j'explique, parce que en fait ma mère était prof de maths. Donc on peut effectivement penser que je suis devenue prof de maths par hérédité, si j'aime pas trop ce terme-là. Mais non, je pense que c'est Par tout transmission, simple, en tout par cas, transmission. Je éducative. pense que c'est surtout que j'ai pas beaucoup, à l'âge que j'avais, pas beaucoup creusé le volet orientation. En fait, j'étais bonne en maths, j'ai fait l'université de mathématiques, j'aimais ça. Et finalement, derrière le mot ingénieur, je ne voyais pas trop bien ce qui se dessinait derrière ce métier-là. Et donc, par facilité, c'est vrai que c'est un métier lisible, On se pose souvent l'enseignement. finalement des questions un peu sur le tard. Ouais. Vous venez d'exprimer quelque chose qui, j'ai l'impression, correspond à une Une grande partie de la partie population. importante. Majorité peut-être
plus aujourd'hui d'ailleurs, Voilà. parce que sans doute qu'on se pose des questions différentes. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'outils qui permettent de découvrir les métiers, des mini-stages qui sont proposés, des ouvertures sur le monde de l'entreprise. Il y a quand même façon peut-être de creuser plus son orientation aujourd'hui qu'à l'époque, dans les années 80, on va dire. Voilà. Vous validez la formule de Linsel Josette tout à l'heure, échec plus expérimentation égale réussite. Ça vous plaît, ça, en tant que prof de maths? C'est l'équation parfaite. Ouais. Nilsson, j'espère que vous avez mis un copyright sur cette formule. Justine. Donc à 45 ans, tout se passe bien et pourtant vous décidez de faire un bilan de compétences. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le déclic? Alors c'est vrai, j'ai au bout du compte donc enseigné pendant 26 ans, mais au bout d'une vingtaine d'années, ou un petit peu plus même, je commence à réfléchir sur après, surtout peut-être par comparaison avec des collègues vieillissants qui perdaient un petit peu la foi dans leur métier, et je me suis dit si je ressemblais à ça, voilà, je voudrais pas ressembler à ça. Oui, parce qu'il n'y a pas de lassitude, en fait. Il n'y a pas du tout de 20 lassitude. ans, plus de 20 ans d'enseignement, tout se passe super bien. Beaucoup de plaisir à enseigner, j'ai adoré mon métier, ça se passait très très bien avec les élèves, mais finalement je me suis dit, je n'ai jamais réfléchi sur moi. Le bilan de compétences, c'était aussi se poser et se réfléchir qui je suis vraiment, voilà, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, quelles sont mes compétences et qu'est-ce propres, qui apparaît, etc. Et ce qui apparaît très curieusement, c'est que, en tout cas, le résultat. Pardon, c'était votre question, Stéphanie? Oui, exactement. Mais c'est les questions et les réponses. Reprenez. Alors celle-là, elle n'était pas du tout volontaire. Squeezer mon rôle. On s'est tous regardés, on s'est dit tiens, on vient de se faire court-circuiter par David. On fait comme si je ne l'avais pas posé. Voilà. Question suivante, Stéphanie. Reprenons. Donc, ce bilan de compétences, qu'est-ce qui fait ressortir en fait comme compétence chez vous, quoi? Alors, comme compétence, je crois que le goût du relationnel, c'est peut-être la compétence la plus importante. Qu'est-ce qui peut me... Voilà. Ça, vous l'aviez déjà, ça vous le saviez, que vous aviez le sens relationnel. Oui, mais dans le goût de relationnel, dans le monde de l'enseignement, finalement, on a un public qui est cerné, c'est-à-dire ce sont nos élèves, on a une posture qui est différente. Oui, hiérarchiquement, voilà. je pense. Le relationnel, c'est aussi l'aventure de l'autre, découvrir des personnes, des structures qui sont complètement inconnues, et donc on va beaucoup plus loin dans le relationnel, je vais beaucoup plus loin aujourd'hui qu'à l'époque. Ça veut dire quand même que le choix de l'enseignement avait quand même beaucoup de sens, y compris dans ce bilan de compétences. Ah, tout à fait. Il vous conforte en fait. Il me conforte, puisque même il me reconforte, et je me dis j'y retourne. Je n'avais jamais quitté mon métier, mais j'ai été remotivée, j'avais retrouvé du sens en fait pendant 2-3 ans, pendant 2 ans. J'ai retrouvé du sens. De la motivation. Voilà, de la motivation, mais que je n'avais jamais perdu, mais voilà, j'avais un peu laissé en stand-by un projet de futur. Est-ce que ça veut dire que si l'école avait été un peu plus ouverte au monde de l'entreprise de manière très pragmatique, est-ce que vous seriez toujours enseignante aujourd'hui? Ouais. Parce qu'au départ, en fait, le bilan de compétences m'a montré... C'était la question de Valentine. Voilà. Non, Rodolphe. C'est vrai que le bilan de compétences m'a montré que finalement, j'ai tout fait peut-être un peu dans le carcan éducation nationale, et il y a peu de propositions finalement qui sont faites aux enseignants. Un petit peu, mais voilà, moi j'ai pas trouvé ma place pour évoluer finalement à ma mesure dans le système. On est en 2011, Valentine. Oui, donc après cette démarche, vous faites des recherches qui sont très actives, et donc ça vous amène à rencontrer Jean-Charles Cadieux, qui dirige Capacité. Donc c'est un organisme en fait qui fait le lien entre les labos et les universités. Donc qu'est-ce que cela vous apporte ? Parce qu'effectivement, je vais revenir juste un instant sur le bilan de compétences. Le bilan de compétences m'avait appris aussi que quand on cherche à changer de vie professionnelle ou à réorienter sa vie, il faut se donner un axe de recherche. On ne cherche pas du boulot pour du boulot ou un changement pour un changement. En fait, il faut trouver donc un axe et travailler dans cet axe-là et se donner tous les moyens pour le faire. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à choisir l'axe école-entreprise, en fait, l'ouverture de l'école sur le monde économique, où la société est un peu plus large, mais pour moi c'était le monde économique, je me suis aperçue qu'il y avait des tas de structures qui existaient, et donc je me suis découverte assez commerciale dans l'âme, puisque j'ai commencé à ouvrir un grand carnet
de contact et à prendre mon téléphone, mes mails, des rendez-vous avec des gens que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et un jour, effectivement, Jean-Charles Cadiou, sur un petit article de Ouest France, je découvre qu'il est nommé à la tête de Capacité, et donc une interface entre l'université et les entreprises. Et je me dis, ah bah, c'est dans le thème. Ça Donc, je existe, rencontre. ça existe Voilà. en fait. Ça vous a C'est- servi d'exemple un peu, je pense, pour aujourd'hui. C'est votre propre apprentissage qui est en question aussi finalement, parce que en cherchant à occuper un emploi qui fasse le lien entre les jeunes et les entreprises, c'est aussi une façon pour vous de mieux découvrir le monde de l'entreprise que sans doute vous connaissiez un peu, mais peut-être pas suffisamment encore à ce moment-là. Tout à fait. Donc je connaissais un petit peu parce que mon mari est chef d'entreprise, mais finalement on n'en parle pas tant que ça en famille. Mais c'est vrai que c'est tout un monde que je découvre, mais je me découvre aussi dans cette... Vous découvrez quoi? Eh ben, je me découvre très commercial. Très commercial et très volontaire, voilà, très battante, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui pouvait, voilà, qu'il fallait faire quelque chose. Donc, On sent une niaque Ouais. commerciale Ouais. effectivement chez Sylvie. Justine. Donc ensuite, vous rencontrez la directrice de PA Entreprendre pour apprendre. Elle vous annonce qu'elle quitte le poste. Donc la voie est libre, seulement vous apprenez qu'il n'y a plus de finances. Comment ça se passe? Comment vous vous ressentez que... Oui, parce que donc, quand on me parle, ce Jean-Charles Cadiou me parle de cette structure, de cette association qui venait de se créer à peu près au moment où je quittais l'éducation nationale, donc il me dit rencontre Marion, c'était l'ancienne directrice, et lors de l'entretien, elle me décrit son poste, enfin voilà, la mission, les objectifs. Mais j'avais l'impression de rêver tellement, c'était ce dont je rêvais. Et donc surtout, quand elle me dit, de toute manière, je suis en CDD et fin mars, je m'en vais. Donc Champagne, a Là, priori. non, alors donc j'étais quand même fair play. Voilà, mais c'est vrai que là, j'ai eu la petite puce à l'oreille et j'ai commencé à m'investir bénévolement au sein de l'association. Voilà. Mais malheureusement, au moment où je voulais que ça bascule, eh bien, en fait, elle n'avait pas ce souci commercial, enfin, en tout cas, ce souci de recherche de finances. Elle avait fait tout nickel, autrement, hein, son travail était parfait, mais recherche de financement, c'était un peu dur parce que c'était le démarrage, mais il n'y avait plus de sous dans les caisses. Donc Sylvie rentre à la maison, ouvre voilà. la boîte de mouchoirs et c'est parti. C'est parti. Ouais, là, j'étais très déçue et je me suis dit, c'est mort, c'est fini. Le projet tombe à l'eau. Voilà, le projet tombe J'ai à plus l'eau. qu'à retourner au lycée. Ah non, j'avais Non, de quitté, toute non, façon, j'aurais fait vous autre avez chose. quitté. Mais- Et à partir de là, qu'est-ce que vous décidez de faire justement? Voilà. Et quand on dit la nuit porte conseil, le lendemain matin, je me dis je vais faire une contre-proposition. Et c'est moi qui vais aller pendant un an chercher des fonds, des ressources auprès des entreprises. Et dans un an, on verra. Et effectivement, un an plus tard, alors je pouvais donc passer directrice de cette association. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes 5 salariés. Donc j'ai bien eu raison de le faire, puisqu'il y avait ce petit déclic qui manquait. Stéphanie. Alors, septembre 2012, là, vous avez récolté suffisamment de ressources. Et comment vous utilisez cet argent à ce moment-là? Qu'est-ce que vous en faites? Un voyage. Alors, sur Bahamas, Champagne, d'ailleurs, Oui, il y a normal. toujours les couples. L'entrepreneuriat. C'est normal, quoi. C'est... Eh bien, les ressources de l'association sont faites au service des jeunes. Hein. L'objectif, il est bien de développer les compétences entrepreneuriales chez les jeunes. On a démarré tout petit, puisque moi, quand j'étais toute seule dans l'association, j'avais 14 mini-entreprises et aujourd'hui, on en a 63 et objectif 100 l'an prochain. Voilà, donc... 63 cette année, objectif 100 l'année prochaine. Oui. C'est un sacré gap. Oui, hein. parce que c'est les 100 ans du réseau EPA dans le monde, donc on veut la marquer le coup et on veut être à 100 Au mini-entreprises. top niveau, Donc là. je lance l'appel. L'appel est lancé Allez-y, aujourd'hui. vivez l'aventure EPA. Ouais. Voilà. À la commerciale qui parle, ça y est, c'est parti. Non, mais ça Valentine. veut dire aussi que vous avez récolté des fonds, vous avez pris un statut même d'auto-entrepreneur pour faire financer tout ça. Au départ, c'est juste pour financer au moins le poste, en fait, Voilà. votre Les poste frais, à vous. oui, et les frais de Les déplacement, frais de les déplacement, frais de tout ça. fonctionnement, voilà. qui Donc étaient- vous vous êtes battu pour garder un poste que vous avez pu occuper après. Donc Voilà. au départ, on est un peu en mode survie au départ, en fait.
Oui, il faut se donner les moyens d'avoir ce qu'on veut. J'ai réussi, d'autant plus facilement peut-être que ce que l'on propose plaît beaucoup aux entreprises. Nous, on a très très peu, voire zéro, à 5% de subventions publiques. Ah oui. Donc nous, c'est du financement privé. Donc ce sont les entreprises qui soutiennent et c'est une mission qui est toujours très très bien accueillie. Donc c'est facile aussi de vendre des programmes mini-entreprises. Il y a du sens. C'est assez facile aussi. Il ne faut pas sous-estimer quand même l'énergie que vous avez déployée parce que vous avez réussi à faire évoluer quand même assez fantastiquement. Ouais. Donc, bravo. Valentine va réussir à poser sa question, c'est une certitude. Donc aujourd'hui, ça fait 6 ans. Donc comme vous l'avez dit, vous avez 5 salariés et 63 mini-entreprises. Et pourtant, vous ne rentrez jamais fatigué. Pourtant, vous avez 50 heures par semaine. On se demande tous comment vous faites. Est-ce que vous pouvez nous donner votre secret? Qui est votre fournisseur? Dites-nous. Alors 50 heures par semaine, c'est les grosses semaines quand même, parce qu'on peut avoir des ça, grosses c'est événements. ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est relativement loin aussi des horaires que vous aviez en enseignement. Oui. Et je me souviens, lorsqu'on avait parlé de ça, vous avez dit, prof peut bosser 50 heures. je fais 50 heures par semaine et je suis jamais fatigué. Alors qu'avant, vous aviez une charge différente, on va dire, peut-être un peu moindre, et vous étiez beaucoup plus fatigué. Oui, je pense... Ça tient à quoi, en fait? Je pense que le métier d'enseignant, il est difficile. C'est être debout, de se donner de sa personne, de convaincre les élèves et de les suivre de manière avec passion aussi, parce qu'il faut être passionné pour faire passer, être un bon enseignant. C'est fatigant. C'est vrai que quand on a 18 heures de cours, on rentre un peu rincé, sachant qu'il y a tout ensuite le travail donc plus administratif, les copies, etc., les cours. Là, c'est vrai que je fais beaucoup d'horaires, j'adore mon métier, donc je ne compte pas mes heures. Mon entourage dit que je travaille un petit peu trop même. Et vos collaborateurs? Je crois que... 50 heures aussi, non? Non, mais parce qu'ils n'ont pas forcément le même statut. Ah oui. Mais tout le monde travaille, mais mon équipe est très très passionnée. Il n'y a pas chez EPA quelqu'un qui n'est pas passionné. Il ne pourrait pas rester de toute manière. Donc la passion, premier ingrédient. C'est la passion. La passion et le sens. Et le sens aussi qu'on porte. C'est quoi le sens alors? C'est vrai que c'était une des questions plus tard. Quelqu'un veut le poser? On va revenir. On va y revenir. Le sens, c'est vraiment de répondre à un besoin. Je crois que l'école aujourd'hui est un petit peu en turbulence comme depuis longtemps. Les jeunes ont changé et on ne remplace pas l'enseignement académique, on est complémentaire d'un certain mode d'enseignement et il faut ces programmes répondent vraiment à un besoin. On a des transformations de jeunes qui sont extraordinaires, des familles qui nous disent on ne reconnaît plus notre enfant. Donc ça porte et donc ce qu'on veut c'est offrir au plus grand nombre. Donc aujourd'hui on a 2400 jeunes sur les Pays de la Loire, 32 000 l'an passé, j'ai pas les chiffres, 32 000 en France puisque c'est une fédération nationale et européenne. Mais c'est offrir au plus grand nombre de jeunes la possibilité de se confronter à cet entrepreneuriat. C'est génial, c'est une aventure extraordinaire. Et ça fait des belles histoires, Justine. Oui, justement, durant tout ce temps, vous avez fait des belles rencontres. Est-ce que vous pouvez nous raconter celle de William? Ah, celle de William, oui, c'est vrai qu'il m'a marqué, je donne cet exemple à chaque fois. William est un élève de 3e prépa professionnelle, donc ce sont des élèves qui sont déjà mis dans une comment dire, une 3e qui a but professionnel, pour passer dans un lycée professionnel. Il fonctionne Oui, il fonctionne, on vous entend. Ouais. Et donc à Saint-Nazaire, et donc l'enseignante propose à son groupe dans cette mini-entreprise. Alors il s'était positionné dans le poste de la mini-entreprise comme commercial. Finalement est élu donc PDG de la mini-entreprise. Par ses camarades? Par les recruteurs. Par les recruteurs, puisqu'on organise des sessions de recrutement avec des vrais recruteurs. Et voilà, donc dans l'œil des recruteurs. Voilà, il était dans
l'œil des recruteurs. Et William, en fait, cumulait les problèmes sociaux, familiaux, évidemment scolaires. Donc vraiment un cas un petit peu lourd, ou sacrément lourd même. Et dans cette aventure, commence à se révéler, mais de manière extraordinaire. Voilà. Et puis quelques jours avant le salon régional, qui est l'aboutissement. Non, c'est pas un but, mais en tout cas une journée de valorisation à la fin de l'année, où on invite toutes les mini-entreprises. Et donc lui devait être là avec son équipe, il manageait très très bien son équipe. Et la veille ou l'avant-veille, la famille se fait expulser. Enfin bon, un gros problème social et familial. Et donc on se dit, c'est perdu pour lui. Et finalement, le matin, il est là et il est sur notre vidéo tellement il crève l'écran. C'est une belle histoire. Voilà, c'est une belle histoire parce que je pense que c'est une aventure qui l'aura marqué et j'espère qu'il lui servira plus tard. Stéphanie. Alors, ce qu'on avait abordé tout à l'heure, avec le recul, quelle était votre plus grande fierté? Vous l'avez plus ou moins répondu tout à l'heure. Donc c'était, je vous laisse la parole. Oui. Alors, je dirais que ma plus grande fierté, c'est pas ma plus grande fierté, c'est une fierté, c'est d'avoir réussi ce challenge de passer du monde d'enseignement confort, sécurité de l'emploi à un monde plus associatif, de l'économie sociale et solidaire, un peu plus risqué, mais je suis contente d'avoir franchi ce pas-là, et avec beaucoup de plaisir. Sacrée transformation. Voilà, et puis d'avoir trouvé du sens, même si l'enseignement a évidemment du sens, mais je crois avoir donné vraiment du sens donc à ce nouveau job. Qui est vraiment porteur de sens et qui est utile. Pour nous, on est convaincus que, comme dans les pays du Nord, de l'Europe, c'est un programme qui est devenu obligatoire, qui est dans les pays du Nord, dans les pays du Nord, oui, Suède, Norvège, etc. C'est dans l'emploi du temps des élèves. Peut-être pour bientôt. Et donc peut-être nous. Dernière question, Valentine. Oui, donc si vous aviez un conseil à donner aux jeunes par rapport à votre expérience à vous, que serait-il du coup? Alors je me souviens effectivement d'un conseil que m'avait donné la bilan de compétences. Elle m'avait dit comment rêvez-vous votre vie? C'était un exercice, c'est-à-dire on essaye de décrire ce que pourrait être une autre vie professionnelle. Et finalement, là moi j'ai eu la chance de pouvoir vivre ce rêve, mais je crois que les jeunes n'osent pas forcément rêver. Ils se mettent tout de suite des barrières. Non, ça ne va pas être possible. Non, c'est. Ils sont un peu aidés quand même à se mettre des barrières quand même souvent. Oui, mais je crois qu'il faut quand même avant de mesurer les contraintes, les difficultés, pour créer sa motivation, il faut quand même. Aller chercher la part d'audace. Voilà, il faut aller chercher l'aventure et oser aller au bout de ses rêves. Se dire non, c'est possible, en tout cas. Ça fait 2 fois aujourd'hui quand même dans cette émission. C'est quoi votre part de rêve à vous, mesdames? Sylvie réussir. est un exemple. Donc faire l'émission réussir, ça c'est ok, ça c'est fait. Mais que ce soit personnellement ou professionnellement, Et réussir. c'est quoi réussir? Comment est-ce que vous saurez que vous aurez réussi quelque chose? Me fixer petit à petit des objectifs personnels, les atteindre et... Bon, ça c'est le manuel de la parfaite étudiante qui réussit sa vie, mais concrètement, c'est quoi votre part de rêve? Être heureuse. Oui. Ok. Le bonheur. Vous revenez dans l'émission Réussir à la place de Sylvie, peut-être dans 2-3 ans, si vous êtes d'accord. Exactement. Sylvie Medac était notre 3e invitée. Merci beaucoup. Merci. Et à tout de suite pour le débat. Ça veut dire quoi expérimenter? Réussir, l'émission qui donne envie d'agir.